Mark Boland a vécu intensément briller de mille feux et nous a quittés bien trop tôt. De l'apogée de sa gloire à sa fin tragique, son existence fut marquée par des luttes secrètes, des souffrances et des choix qui l'ont mené sur une voie périlleuse. Qu'est-ce qui a réellement conduit à la disparition tragique de cette icône du rock? Rejoignez-nous pour découvrir les détails tragiques qui ont jalonné la vie tumultueuse de Mark Boland. Né Mark Feld le dernier jour de septembre 1947. Mark Boland a vu le jour à l'hôpital de Hackney, dans l'est de Londres. Il a grandi non loin de là au 25 Stoke Newington Common, dans le quartier de Hackney. Il était le deuxième enfant de la famille. Son père, Simeon Feld, plus connu sous le nom de Sid, était vendeur de produits cosmétiques et avait auparavant travaillé comme chauffeur routier. Sa mère, Phyllis Winifred Adkins, originaire de Fulham, à Londres, gagnait sa vie en tenant un étal au marché animé de Berwick Street dans le quartier de Soho. La vie à Hackney était simple, mais elle a profondément marqué Boland. Plus tard, la famille déménagea à Wimbledon, dans le sud-ouest de Londres. C'est là que le jeune Mark Feld se passionna pour les sonorités brutes du rock and roll des débuts. Il développa une profonde admiration pour la musique de légende, telle que Gene Vincent, Eddie Cochran, Arthur Crudup et Chuck Berry. On le croisait souvent des heures durant dans les cafés animés de Soho, notamment au célèbre Two Eyes Coffee Bar, s'imprégnant de l'atmosphère électrique et rêvant de devenir lui-même une star. Boland a fréquenté l'école primaire de Northwold à Upper Clapton. C'est durant cette période qu'un événement marquant s'est produit. À l'âge de 9 ans, il a reçu sa première guitare et dès lors, sa passion pour la musique n'a cessé de grandir. Il forma avec enthousiasme un groupe de skiffle et joua même de la guitare dans un petit groupe appelé Susie and the Hula Hoops, dont la chanteuse n'était autre que la jeune Helen Shapiro, alors âgée de seulement 12 ans. Boland emportait souvent sa guitare à l'école et jouait pour ses amis pendant la pause déjeuner dans la cour de récréation, attirant de petits groupes séduits par son charme précoce et son énergie musicale. Cependant, sa scolarité fut de courte durée. À 15 ans, il fut renvoyé de l'école suite à un différend avec la direction. Il affronta la sanction avec une attitude rebelle qui allait définir sa carrière. Adolescent en quête de sa place dans le monde, Boland fit ses premiers pas dans le milieu du spectacle. Il décrocha un petit rôle de figurant dans la série télévisée Orlando, où il incarnait un personnage mode. À peu près à la même époque, il intégra brièvement une agence de mannequins et devint l'égérie de la marque de vêtements pour hommes John Temple. Il apparut dans leur catalogue et son image fut même utilisée pour des présentoirs en carton grandeur nature dans les vitrines. En 1962, le magazine Town le présenta sous son vrai nom, Mark Feld, dans un reportage photo consacré à l'essor du mouvement de mode, lui offrant ainsi une première visibilité dans le milieu de la mode. En 1964, la carrière de Boland prit un tournant décisif lorsqu'il rencontra Jeffrey Delroy Hall, qui devint son premier manager. Grâce à l'aide de ce dernier, il enregistra un morceau soigné intitulé All at Once. Cette chanson, au son clair et entraînant, rappelant celui de son idole Cliff Richard, est restée inédite du vivant de Boland avant de refaire surface des décennies plus tard, en 2008, comme une pièce de collection rare. Elle a marqué l'un de ses tout premiers pas professionnels dans la musique. Peu après, Boland a adopté le nom de scène de Toby Tyler. Il emménagea chez Alan Warren, un ancien enfant acteur qui devint son second manager. Warren croyait au talent de Boland et lui offrit une précieuse opportunité de se rapprocher du cœur de la scène musicale. Boland, toujours sa guitare à portée de main, passait de longues heures à jouer et à composer. Il aimait aussi porter une casquette en velours côtelée inspirée par son idole musicale de l'époque, Bob Dylan. Durant cette période, Warren organisa une séance photo pour lui et lui réserva même du temps
en studio, l'aidant à enregistrer des premières versions de chansons comme Blowin' in the Wind et The Road I'm on Gloria. Bien qu'un titre intitulé You're No Good ait été soumis à EMI, il ne fut pas retenu. Finalement, Warren vendit le contrat et les enregistrements de Boland à son propriétaire David Kirch pour une somme modique afin de régler son loyer impayé. Cependant, Kirch, peu enclin à gérer la carrière d'un jeune musicien, ne fit rien des enregistrements. La mère de Boland, déterminée, confronta plus tard Kirch et exigea la résiliation du contrat. Kirch accepta. Les bandes perdues de ces premières sessions ont disparu pendant plus de 25 ans avant de refaire surface en 1991. Leur publication en 1993 a offert aux fans un aperçu rare des débuts du parcours exceptionnel de Boland. Ces enregistrements ont capturé les premières étincelles du talent qui allaient faire de lui une icône brillante de l'histoire de la musique. Le véritable parcours de Mark Boland dans le monde de la musique a débuté en août 1965 lorsqu'il a signé un contrat avec Decca Records. À cette époque, son nom a subi plusieurs modifications avant de devenir Mark Boland. Plusieurs histoires circulent quant à l'origine de ce nom. Certains disaient que ce nom était inspiré par l'acteur James Boland, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une variante du nom de Bob Dylan. Boland lui-même a mentionné que Decca Records l'avait choisi pour lui. C'est sous ce nouveau nom qu'il a enregistré son tout premier single intitulé The Wizard. Pour cette chanson, il s'est entouré des Ladybirds, choristes qui se feront plus tard connaître pour leur collaboration avec l'humoriste Benny Hill. L'enregistrement a été réalisé par des musiciens de studio professionnels et la production a été assurée par Jim Economidis avec Mike Leander comme directeur musical. À noter que l'on retrouve sur cet enregistrement les célèbres Jimmy Page et Big Jim Sullivan à la guitare. L'album The Wizard est sorti en novembre 1965, marquant l'entrée officielle de Boland dans le monde de la musique enregistrée. Peu après, il a enregistré 2 autres chansons, Reality et Song for a Soldier, d'un style folk rappelant celui d'artistes comme Bob Dylan et Donovan. Ces titres sont cependant restés inédits pendant de nombreuses années et n'ont été publiés que bien plus tard, en 2015, sur un petit vinyle. À peu près à la même époque, Boland enregistra également une chanson intitulée « That's the Bag I'm In », écrite par Fred Neil, mais ce titre ne fut jamais commercialisé. En 1965, Boland entama sa première relation sérieuse avec Teresa Whitman, mais ils se séparèrent en 1968 lorsqu'il rencontra June Ellen Child. Boland et June tombèrent rapidement amoureux et emménagèrent ensemble quelques jours seulement après leur rencontre. June avait été secrétaire chez Black Hill Enterprises, qui gérait également la carrière de Syd Barrett, l'une des idoles de Boland, avec qui elle avait eu une relation. Elle a joué un rôle important en aidant Boland à se faire connaître et à connaître le succès dans le monde de la musique. En juin 1969, Boland a sorti son 2e single officiel, The Third Degree, avec en face B, San Francisco Poet, un hommage à la Beat Generation. Malheureusement, aucune de ces chansons ne parvint à se classer dans les palmarès musicaux. Peu après, Boland se présenta chez le manager Simon Napier-Bell, affirmant avec une confiance absolue qu'il était promis à un brillant avenir. Intrigué par l'énergie que Boland dégageait dans ses chansons, Napier-Bell décida immédiatement de lui réserver une séance d'enregistrement. La plupart des morceaux issus de cette session ne furent publiés que des années plus tard, en 1974, sur l'album The Beginning of Doves. Seule une chanson de ces enregistrements Epi Gumbo connut une sortie à l'époque,
C'était un morceau folk sombre et original, mais à l'instar des précédents titres de Boland, il ne rencontra pas le succès escompté. Curieusement, un autre titre de cette période, You Scare Me to Death, a été utilisé dans une publicité pour un dentifrice. Plus tard, en 1982, cette chanson et quelques autres ont été rééditées avec de nouveaux instruments sur un album du même nom. Napier Bell, qui gérait des groupes renommés comme les Yardbirds et John's Children, avait initialement envisagé de faire signer Boland chez les Yardbirds. Finalement, il décida que Boland conviendrait mieux à John's Children, qui cherchait un auteur-compositeur. Malgré un certain succès sur scène, leurs ventes de disques furent décevantes. Boland écrivit tout de même une chanson pour eux, Desdemona, qui attira l'attention, mais fut interdite par la BBC en raison de ses paroles osées. Après une tournée chaotique en Allemagne avec The Who, il prit du recul pour repenser son parcours. Durant cette pause, il se mit à écrire non seulement des chansons, mais aussi des romans fantastiques et des poèmes. Il affirma même avoir passé du temps avec un sorcier à Paris qui lui aurait transmis des connaissances secrètes, bien que la vérité sur cette histoire reste floue. Beaucoup pensent que le prétendu magicien était en réalité un acteur américain Riggs O'Hara, avec qui Boland s'était rendu à Paris en 1965. Fort de nouvelles idées, Boland atteignit un niveau supérieur dans l'écriture de ses chansons. Lorsque John's Children rencontra des difficultés, notamment la saisie de leur matériel par leur maison de disques Boland, décida qu'il était temps de se lancer dans un nouveau projet. Il forma son propre groupe Tyrannosaurus Rex, en recrutant le guitariste Ben Cartland, le batteur Steve Peregrine Tuck et un bassiste dont le nom est aujourd'hui presque oublié. Boland organisa rapidement un concert à l'Electric Garden et grâce à une annonce dans Melody Maker, réunit des musiciens le jour même. Malheureusement, le concert fut un fiasco total et le public les secoua. Après cette expérience difficile, Boland ne conserva que Steve Peregrine Tuck transformant Tyrannosaurus Rex en un duo acoustique. Boland jouait de la guitare et chantait tandis que Steve s'occupait de diverses percussions et jouait occasionnellement de la basse. Ce style épuré permit à Boland de se concentrer sur ses textes et mélodies uniques. Son manager a remarqué que Boland avait perdu confiance en lui pour jouer des instruments électriques. Après un premier concert désastreux et qu'il avait opté pour la voix acoustique par peur, plutôt que par nécessité, malgré ce qu'il a affirmé par la suite. En duo, Boland et Steve ont sorti 3 albums. 2 d'entre eux se sont classés dans le top 15 des charts britanniques et ils ont également connu un succès modeste avec la chanson Obey Deborah en 1968. Ils ont acquis une base de fans fidèles, notamment grâce au soutien du DJ radio John Peel. Un moment marquant de leur carrière fut leur prestation lors du premier concert gratuit à Hyde Park en 1968. Bien que Steve ait été renvoyé du groupe après une tournée américaine, le duo avait déjà marqué les esprits grâce aux textes poétiques et empreints de fantaisie de Boland qui les distinguaient nettement. En 1969, Boland publia son unique recueil de poésie, The Warlock of Love. Malgré des critiques acerbes, l'ouvrage connut un succès inattendu avec près de 40 exemplaires vendus, devenant ainsi l'un des recueils de poésie les plus vendus en Grande-Bretagne à l'époque. Parallèlement, les goûts musicaux de Boland évoluèrent et il commença à intégrer davantage de sonorités de guitare électrique à la musique de Tyrannosaurus Rex. Il s'offrit même une Fender Stratocaster blanche ornée d'un motif cashmere acheté à Syd Barrett. Après le remplacement de Steve Peregrine Tuck par Mickey Finn Boland, laissa libre cours à son talent
pour la guitare électrique. Leur dernier album sous le nom de Tyrannosaurus Rex A Beard of Stars s'achevait sur un morceau puissant intitulé Elemental Child avec un solo de guitare virtuose clairement inspiré par Jimi Hendrix. Ce moment marqua un tournant dans la musique de Boland qui se rapprocha du glam rock style qui allait bientôt faire de lui une star. Mark Boland commença à explorer de nouvelles directions musicales en quête d'un son plus audacieux et captivant. Il se procura une guitare Gibson Les Paul Vintage spécialement modifiée qui devint un élément essentiel de sa nouvelle sonorité. Elle figurait même sur la pochette de l'album de T-Rex. À cette époque, Boland opéra un changement majeur en raccourcissant le nom du groupe à T-Rex. Il travaillait également en étroite collaboration avec son producteur Tony Visconti, et ensemble, ils créèrent l'album Ride a White Swan. Ce morceau se distinguait de ses œuvres précédentes, délaissant les sonorités principalement acoustiques au profit d'un style électrique et dynamique. Le rythme entraînant ponctué de claquements de mains, la guitare électrique incisive de Boland et les percussions puissantes conféraient au titre un caractère unique. Bien qu'enregistré au milieu de l'année 1970, il lui fallut un certain temps pour se hisser au sommet des charts britanniques, mais il devint finalement un grand succès, atteignant la deuxième place début 1971. Mais l'inspiration créative de Boland ne s'arrêtait pas là. À cette époque, il développa également un intérêt croissant pour les vêtements féminins, ce qui le fit se démarquer davantage sur la scène rock de l'époque. Encouragé par le succès de Ride a White Swan, il agrandit T-Rex en y intégrant le bassiste Steve Curry et le batteur Bill Legend. Avec cette nouvelle formation, il créa sa Hot Love, un single de 5 minutes débordant d'énergie porté par des cordes entraînantes et un refrain mémorable. Lors de son passage à Top of the Pops, Boland arborait des paillettes sur le visage, un geste que beaucoup considéraient comme le véritable point de départ du glam rock. Son allure à la fois espiègle et androgyne marqua durablement les esprits, et le titre resta 6 semaines en tête des charts britanniques. Il enchaîna rapidement avec Get It On, un titre plus mature et incisif qui domina les charts pendant 4 semaines supplémentaires. Lors de sa sortie aux États-Unis, la chanson fut rebaptisée Bang a Gong Get It On et atteignit la Dix et place du Billboard Hot 100. En 1970, Boland épousa sa compagne, June. Plus tard, en 1971, le label de Boland Fly sortit le titre Cheapster sans son accord. Se sentant trahi, Boland profita de l'occasion pour quitter Fly Records, son contrat venant d'expirer. Il rejoignit EMI, où il obtint son propre label T-Rex Wax Company. Son nouveau label arborait même son propre portrait sur son logo. Bien que Boland n'ait pas soutenu la sortie de Cheapster, le titre atteignit la 2e place des charts britanniques et devint l'un des plus grands succès de T-Rex. Au fil du temps, il fut salué par des magazines musicaux comme Paste et Billboard comme l'un des meilleurs morceaux du groupe. Rien qu'en 1972, il a décroché 2 autres numéros 1, avec Telegram Sam et Metal Guru, tous 2 extraits de l'album The Slider. I avait également atteint la 2e place des charts avec des titres comme Children of the Revolution et Solid Gold Easy Action. La popularité de T-Rex a explosé. Leurs disques se vendaient comme des petits pains et Boland devint la vedette de Born to Boogie, un film réalisé par Ringo Starr. Ce film mêlait des images de concerts au Wembley Empire Pool et des scènes tournées dans la demeure de John Lennon. Boland, accompagné de Ringo Starr et d'Elton John, improvisa ensemble, faisant de ce film un mélange unique de concerts et de fantaisie.
Durant cette période, T-Rex a représenté l'incroyable part de 6% des ventes de disques au Royaume-Uni. À leur apogée, ils vendaient, semble-t-il, environ un 0 disque par jour. Malgré leur succès et leurs nombreux disques d'or, aucun single de T-Rex n'a été certifié. Millionnaires au Royaume-Uni à l'époque, notamment parce que leur maison de disques ne finançait pas les certifications. Bolland s'est fait connaître pour ses costumes de scène extravagants, arborant souvent haut de forme, bois en plumes et paillettes sur les pommettes. L'origine de cette mode des paillettes fait l'objet de plusieurs versions, mais la plupart pensent qu'il les a aperçues pour la première fois sur la coiffeuse de sa femme June Child et a décidé d'en ajouter à son look avant une séance photo. Quelle que soit la vérité, cette touche d'éclat est rapidement devenue sa marque de fabrique et de nombreux musiciens et fans ont suivi son exemple. Au moment de l'essor du glam rock, David Bowie, ami et rival de Bolland, s'imposait lui aussi. Ils se connaissaient depuis leur début dans la scène musicale underground. Bolland avait même joué de la guitare sur le titre Prettiest Star de Bowie. Au fil du temps, leurs carrières se sont souvent croisées, Bowie allant même jusqu'à faire référence à T-Rex dans sa musique. Leur lien a insufflé un nouvel élan au mouvement glam rock. En 1973, Bolland a continué d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Il a joué de la guitare solo aux côtés de Jeff Lynne sur plusieurs titres d'Electric Light Orchestra, même s'il n'était pas toujours crédité à l'époque. Plus tard, pour ses propres enregistrements, il a fait appel à des choristes féminines à la voix soul, apportant une nouvelle dimension à des chansons comme 20th Century Boy, qui a atteint la 3e place des charts britanniques, et The Groover, qui s'est hissé à la 4e. Son album I Come the Tanks témoigne de son intérêt croissant pour le mélange du rock avec la soul, le funk et le gospel. Bien que le single Truck on Tyke n'ait pas atteint le top 10, Bolland a continué d'explorer de nouveaux horizons sonores. L'année suivante, avec Zankaloe and the Hidden Riders of Tomorrow, il a révélé sa volonté de créer une musique plus riche et complexe. Il a agrandi le groupe en y intégrant le guitariste Jack Green et de nouveaux musiciens de studio et a confié un rôle plus important à sa choriste Gloria Jones en lui confiant les claviers et le chant. Cependant, la situation a commencé à se dégrader et la formation originale de T-Rex s'est dissoute. Par ailleurs, le mariage de Bolland avec June était tumultueux. Durant leur union, il a eu plusieurs liaisons, notamment avec la chanteuse Marsha Hunt en 1969 et l'artiste Barbara Nessim en 1971. La situation se compliqua et en 1973, le couple se sépara définitivement après que June eut découvert la liaison de Bolland avec sa choriste, ce qui mit un terme à leur relation tumultueuse. Malgré les difficultés, Bolland et Gloria restèrent ensemble. Un moment particulier marqua la vie de Mark Bolland en 1975. Sa compagne, Gloria Jones, donna naissance à leur fils qu'ils prénommèrent Roland Bolland. Bien que son acte de naissance officiel l'indique sous le nom de Roland Seymour Feld, la plupart des gens le connaissaient sous le nom qui perpétuait l'héritage artistique de son père. La même année, Mark Bolland prit la décision importante de quitter sa vie d'exilé fiscal aux États-Unis et à Monaco pour retourner au Royaume-Uni. Son retour fut d'abord discret, mais il revenait progressivement sur le devant de la scène. Bolland reprit les concerts avec une tournée modeste renouant peu à peu avec son public. Au fil de cette transition, il apparut régulièrement dans la populaire émission télévisée Supersonic, réalisée par son vieil ami Mike Mansfield. Il continuait également à sortir de nouveaux morceaux. Parmi ceux-ci figurait le single New York City, qui parvint à se hisser dans le top Queens des charts. Bolland avait toujours su évoluer avec son temps, et à cette époque, il avait commencé à s'imprégner de l'influence grandissante du disco. Cependant, des changements s'opérèrent également au sein du groupe.
Fin 1976. Steve Curry, dernier membre de la formation classique de T-Rex, décida de partir. Boland dut alors former un tout nouveau groupe et sortit Dandy in the Underworld, un album novateur qui marquait un tournant. Déterminé à toucher un public plus jeune, il entreprit une tournée au Royaume-Uni et, avec une idée de génie, invita le groupe punk montant The Damned à assurer la première partie. Nombreux étaient les jeunes spectateurs trop jeunes pour se souvenir des débuts glorieux de T-Rex, mais Boland savait que c'était l'occasion rêvée de capter leur attention. Plus tard dans l'année, une nouvelle opportunité se présenta lorsque Granada Television lui proposa d'animer sa propre émission. L'émission s'appelait Mark et a duré 6 épisodes. Boland a profité de cette tribune pour faire connaître des groupes conformés et des groupes émergents tout en interprétant ses propres chansons. À cette époque, il avait maigri et ressemblait beaucoup à ce qu'il était à l'apogée de T-Rex. L'émission était diffusée sur ITAA en fin d'après-midi, un créneau horaire idéal pour un jeune public, et elle connut rapidement un grand succès. Dans un épisode mémorable, il retrouva même Andy Ellison, son ancien camarade de John's Children, qui dirigeait désormais le groupe Radio Stars. Pour le dernier épisode de Mark Boland, accueillit David Bowie comme invité vedette. Bowie a interprété Heroes vers la fin du spectacle, juste avant que Boland ne prenne le relais pour conclure. Pendant la chanson, Boland a perdu l'équilibre et est tombé de scène. Il a réussi à se rattraper et à saisir le micro avec un sourire. Bien qu'il n'y ait pas eu le temps de refaire la prise, l'instant a été conservé à l'antenne. Cela devint un moment marquant de l'histoire de l'émission. Bien que les voitures figurent dans de nombreuses chansons de Boland, il n'a jamais appris à conduire. Il avait une peur profonde de mourir jeune, persuadé qu'il ne vivrait peut-être pas au-delà de Trent Hans. Il possédait néanmoins quelques voitures, dont une Rolls-Royce blanche des années 1960. Le soir de son décès, cette voiture était utilisée par le groupe Hawkwind. Boland, quant à lui, était passager d'une Mini-Mill 275 GT, conduite par Gloria Jones alors qu'il rentrait d'une soirée au restaurant Morton's Club à Londres. Après avoir franchi un petit pont près de Barnes, dans le sud-ouest de Londres, la voiture a quitté la route, percuté une clôture puis un arbre. Boland est mort sur le coup, tandis que Gloria Jones a été grièvement blessée. Depuis ce jour, le lieu de l'accident est devenu un lieu de recueillement pour les fans. Les gens continuent de déposer des fleurs et des hommages près de l'arbre où l'accident s'est produit. Ce lieu connu sous le nom de Sanctuaire rupestre de Mark Boland est entretenu par le T-Rex Action Group. Il a même fait l'objet d'un reportage télévisé témoignant de l'attachement profond que suscite encore le souvenir de Boland. Ses obsèques eurent lieu le 20 septembre 1977 au crématorium de Golders Green, dans le nord de Londres. Ses cendres furent déposées sous un rosier. De nombreux musiciens célèbres assistèrent à la cérémonie, parmi lesquels David Bowie, Rod Stewart, Tony Visconti, Steve Harley et Boy George. Boland avait judicieusement constitué une fiducie pour gérer sa fortune, assurant ainsi un soutien financier à son fils. Au moment de son décès, la fortune de Boland était estimée entre 20 et 30 millions de livres sterling, une somme considérable, toujours placée sous séquestre. L'influence de Mark Boland sur la musique ne s'est pas arrêtée avec sa disparition. Il a marqué de nombreux styles du glam rock au punk, en passant par le rock indépendant et alternatif. Des artistes comme Freddie Mercury ont été inspirés par ses choix vestimentaires audacieux, tandis que des guitaristes comme Johnny Marr des Smiths admiraient son style musical de ses débuts. Des groupes tels que Susie and the Banshees ont honoré son héritage en reprenant ses chansons, et de jeunes artistes des années 1980, comme Boy George, ont souvent évoqué l'influence du style et de l'esprit de Boland sur leur propre parcours.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.